Alors nous avons donc écourté un petit peu le programme et nous allons commencer. Nous voulions interroger nos invités sur le bilan et les points saillants du bilan qu'on a fait hier. On va effectivement aller directement aux propositions qui émanent des ateliers. C'est Cyriaque Cacheux, directeur général adjoint de la Sauvegarde du Nord, qui a fait le tour des ateliers ce matin, qui a longuement discuté avec les modérateurs et un certain nombre d'intervenants de ces ateliers pour prendre, attention, il ne s'agit pas d'un rapport, d'une synthèse, mais vraiment la température, une sorte de focale sur quelques points saillants, pour le coup, qui ont été développés, voire proposés dans les ateliers. Donc, Cyriaque, vous avez 10 minutes pour nous faire cette présentation. Merci. Bien. Alors on va démarrer par la chronologie. L'atelier numéro 1. La construction de toutes les politiques est-elle pleinement recherchée? Alors d'abord, un billet d'ambiance, mais ça concerne tous les ateliers. Les animateurs et les modérateurs vous ont trouvé sages, concentrés, studieux, attentifs, presque exagérément attentifs, mais ils sont surpris. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, mais ils sont agréablement surpris de l'attitude studieuse qui a présidé à l'ensemble des ateliers. Alors, s'agissant de celui-là, d'atelier, le premier, quelques constats. Finalement, 10 ans après, les gens se disent il y a 10 ans, on était en train d'apprendre à se connaître et aujourd'hui, on est en train d'apprendre à faire des choses ensemble, mais beaucoup de chemin reste à parcourir. Peu de choses ont bougé, certaines ont même régressé d'une certaine manière. Néanmoins, le décloisonnement et la coopération avec l'ASE n'apparaît toujours pas facile pour toute une série de professionnels. L'ASE s'occupe de choses très graves, en tout cas c'est la représentation que s'en font des professionnels d'autres institutions, et donc la coopération avec ce service est appréhendée d'une certaine manière. S'agissant des propositions, la première des propositions concerne le souhait de rendre visibles toutes les actions de prévention qui sont effectivement réalisées mais qui ne sont pas connues, et notamment toutes les actions menées par la PMI. Deuxième proposition, la coopération avec l'éducation nationale qui progresse d'année en année et qui d'ailleurs, ce progrès n'est sans doute pas sans lien avec les injonctions nationales qui ont été données, doit se poursuivre et s'amplifier. S'agissant des jeunes majeurs, une proposition consiste à penser qu'il serait opportun de travailler dès l'âge de 16 ans à l'accès à l'autonomie des jeunes, mais Que de surprises cet après-midi. Merci. Dans une perspective de prolongation jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire une action de 16 à 25, et en fait la proposition consiste à promouvoir une forme de droit de suite. Dernière proposition de cet atelier, il convient de prendre en compte les questions qu'engendre la métropolisation de nos territoires. Vous savez que dans chacun l'aménagement du territoire en France actuellement se caractérise par de grandes métropoles qui sont prospères, qui développent de l'activité, qui disposent de nombreuses ressources, mais qui engendrent autour d'elles et à leur périphérie des déserts scolaires, médicaux, et j'en passe. Et donc, l'ensemble des intervenants considèrent qu'il est grand temps de prendre au sérieux l'ensemble de cette désertification et des populations qui, dans ces endroits périphériques aux métropoles, manquent de ressources en tout genre. Voilà pour l'atelier 1. L'atelier 2, donc je ne reviens pas sur l'ambiance générale qui a également été amicale, chaleureuse, fluide, cordiale, attentionnée, concentrée. Ça vaudra pour tous les ateliers. Alors, il y a un consensus général sur la nécessité de prendre en compte les personnes qui comptent pour l'enfant et celles sur lesquelles il peut compter. Cette question n'est pas discutée, tout le monde la partage, et ce, à toutes les étapes de l'accompagnement,
de l'évaluation initiale jusqu'à la sortie du dispositif. Alors, cependant, en dépit d'un large consensus, les pratiques sont extrêmement disparates d'un territoire à l'autre, voire même au sein d'un territoire, d'une équipe à l'autre. D'une certaine manière, il semble convenir de passer de la coupe aux lèvres. Hein. C'est-à-dire que c'est désespérant d'être à ce point d'accord et de le faire si peu. Il y en a même qui finissent par regretter l'époque où vous étiez en désaccord et où vous agissiez plus. Donc, passons de la coupe aux lèvres sur cette question. Alors, les propositions. Première proposition, tout le monde s'accorde pour penser que les référentiels qui existent, et notamment, on a parlé de celui du Créail de la région lyonnaise, je crois, conduisent à contribuent à une approche qui facilite la prise en compte des personnes qui comptent pour l'enfant ou de celles sur lesquelles il peut s'appuyer et qui comptent à ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pense-bête, quoi, de guide conducteur. Ces référentiels-là obligent les professionnels, contribuent à ce que les professionnels prennent mieux en compte cette question. Deuxième proposition, mobiliser la société civile. Alors, ça a été fait dans l'atelier à travers le problème du parrainage, des initiatives comme Citoyens et Experts, des initiatives comme toute une série d'interventions bénévoles conduites par des professionnels du secteur qui, retraités, ont envie de continuer à dispenser leur savoir-faire. Il y a toute une série, une multitude d'initiatives qui ont été évoquées pour mobiliser la société civile. Enfin, dans les accompagnements, quels qu'ils soient, tout le monde s'accorde aussi pour penser qu'il convient de faire porter l'effort et de permettre beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'enfant de choisir ses rencontres et les personnes qui vont s'intéresser à lui, de créer les conditions pour que l'enfant soit en capacité, en mesure de faire des rencontres et de choisir les gens qui vont compter pour lui. Voilà pour un dernier point, pardon, excusez-moi, sortir... de même qu'il faut, comme disait la ministre Rossignol, sortir la protection de l'enfance de l'angle mort des politiques publiques. L'atelier semble s'être mis d'accord sur cette approche en disant qu'il faut sortir les ressources dont dispose l'enfant de l'angle mort des pratiques professionnelles. Bien. Donc, je ne suis pas sûr que le parallélisme des formes convienne toujours, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été exprimé. Et puis, dernier point, qu'est-ce qui peut, outre les référentiels, contribuer à une meilleure prise en compte des ressources? On a évoqué aussi le développement des conférences familiales, qui, en tant qu'outil, contribuent également à ce que les ressources des enfants, celles qui comptent pour eux ou celles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer mieux, soient prises en compte. Voilà pour l'atelier 2. L'atelier 3, celui qui était relatif aux besoins de l'enfant, les besoins de l'enfant sont-ils davantage respectés? Je ne reviens pas sur l'ambiance, elle était la même que dans les autres ateliers. Il y a quand même eu quelque chose d'un peu différent dans cet atelier-là, c'est qu'il y avait un nombre d'intervenants important, qui d'ailleurs est en lien avec le sujet lui-même, mais que du coup, ça a sans doute rendu plus difficile l'interactivité et l'échange entre les intervenants et les participants. La problématique des besoins est en fait récente pour les gens qui ont participé à cet atelier. L'idée, c'est que cette problématique est finalement récente dans les pratiques professionnelles, y compris pour les juges des enfants. Ça ne veut pas dire que les préoccupations ne concernaient pas cette thématique-là, mais le fait de devoir formellement les prendre en compte dans la pratique semble récent. Autre élément, appréhender les besoins nécessite une grande diversité d'acteurs différents et un réel croisement des regards, ce qui complique toute une série de choses en matière partenariale, mais aussi dans l'animation des équipes pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Il existe des points de vue très différents et complémentaires, et la question des besoins constitue une espèce de course de fond, c'est-à-dire que les participants ont le sentiment qu'on n'est pas prêt d'en avoir fini avec cette question. Du point de vue de l'appropriation par les professionnels dans leur pratique professionnelle de cette question, le domaine est suffisamment vaste pour que chacun pense que ça va mettre un temps certain. Tout le monde n'a pas une âme de marathonien, donc ça peut intriguer quelques-uns. Alors, les outils, l'évaluation et ses référentiels ont été évoqués. La question aussi de la réévaluation constante des accompagnements
en cours de, j'allais dire de mesure, mais c'est pas comme ça que ça a été appréhendé. Mais est-ce qu'on réévalue suffisamment en permanence les situations en cours d'accompagnement? Et puis la question de banque de données nationale qui permettrait d'abord de faire connaître ce qui ne l'est pas à tous et aussi d'améliorer l'accès aux ressources. Il y a également eu des témoignages dans cet atelier de deux personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et qui témoignaient notamment en cours d'accompagnement de l'insuffisante implication qui a été la leur et qu'ils regrettent. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils auraient préféré, ils auraient aimé qu'on les implique davantage et beaucoup plus qu'ils ne l'ont été dans l'accompagnement lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très sensibles aux approches en termes de droits plutôt qu'en termes de besoins, parce que l'approche en termes de droits leur paraît mieux garantir la prise en compte de leurs besoins. Les propositions de cet atelier, je l'ai dit là il y a quelques instants, une banque de données nationale pour partager les outils qui sont mis en œuvre, une conception nationale intégrée, c'est-à-dire qu'il y ait des démarches interministérielles beaucoup plus affirmées qu'aujourd'hui et qu'il ne suffit pas de parler du décloisonnement au niveau opérationnel si le décloisonnement n'est pas assuré du point de vue de la conception stratégique. Ensuite, développer la prévention qui est insuffisamment mise en œuvre. Impliquer les personnes accompagnées dans les formations des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de propositions sur la façon d'associer les personnes accompagnées dans les formations des professionnels eux-mêmes. Et puis, la difficulté d'un certain nombre de professionnels à l'égard du décloisonnement à travers des replis identitaires sur les métiers historiques ou les missions spécifiques ou sur les segments d'intervention qui caractérisent leur métier. L'atelier 4, les cadres de la protection de l'enfance peuvent-ils être mieux armés? Alors armés, il y a eu trois façons d'appréhender cette question. Celle du partenariat, c'est-à-dire dans la fonction de cadre aujourd'hui, ce qui concerne le partenariat tant collaboratif à l'interne de leurs équipes, participatif et autres, qu'avec les partenaires externes. Comment aider les cadres à être mieux armés dans l'exercice de ce partenariat. Deuxième thématique, les cadres se sentent assez désarmés dans la mise en œuvre d'orientations politiques qui peuvent être délicates. Deux illustrations qui ont été évoquées, le problème des mineurs non accompagnés, des directions qui sont souvent trop implicites, des orientations, et celui de la place des handicapés, notamment dans les établissements de l'ASE. Donc il y a des orientations politiques qui semblent mettre en difficulté un certain nombre de cadres qui se sentent insuffisamment armés sur cette question. Dernière question qui a été évoquée, la question de l'engagement, mais sous l'angle de la motivation, pas de l'engagement militant forcément, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être cadre et pas autre chose, ou qu'on a envie de le devenir qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ce métier? Un bon cadre est-il un cadre formé spécifiquement au métier de la protection de l'enfance ou pas? Est-ce que les cadres ont une capacité à concevoir leur action de cadre en tant que telle? Est-ce qu'il y a une conception de l'encadrement qui transcende ou qui surplombe? C'est une question, la mise en œuvre de leur mission. Et puis, ce qui caractérise la fonction de cadre et dans lesquels ils se sentent également désarmés, en tout cas insuffisamment armés, c'est l'exercice de la responsabilité et de la prise de risque qui va de pair avec cette fonction. Donc, quelques propositions, essentiellement une d'ailleurs. Les cadres ont été contents que pour la première fois, on initie une réflexion sur la fonction de cadre elle-même. Et donc, ils souhaitent qu'à l'avenir, les assises continuent à creuser ce sillon qui consiste à réfléchir à la fonction de cadre en tant que telle. C'est une première et ils souhaitent que ça ne soit pas la dernière. Donc ça, c'est la première proposition. La seconde, qui est liée d'ailleurs à la première, c'est qu'il faut développer l'analyse concernant la fonction de cadre. Aussi, des propositions concernant des groupes d'analyse des pratiques pour les cadres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il semble que dans la façon de les armer à exercer leurs fonctions, les cadres considèrent que
des groupes d'analyse de pratique. Je ne rentre pas dans la sémantique sur la supervision, l'infravision, tout ça. L'analyse des pratiques, comme ça on va faire simple, constitue une façon de les armer mieux. Atelier 5, la réponse aux mineurs non accompagnés peut-elle être vue autrement? Tout d'abord, il y a eu une espèce de coup de gueule, de cri, diraient les gens qui ont envie de rire, mais sur les participants en ont un peu assez d'entendre parler d'invasion, hein, alors qu'il s'agit en gros de 12 000 mineurs dans un pays de 68 millions d'habitants. Donc tout ce qui concerne l'envahissement, l'invasion, le fait que nous soyons débordés, tout ce qui a trait à cette présumée invasion commence à irriter beaucoup l'ensemble des participants. Et au-delà d'eux, je pense à beaucoup nombre d'autres. Donc il y a eu toute une question immédiatement dans cette question, la question de l'éthique et des valeurs. C'est-à-dire que cet atelier a évidemment eu beaucoup de mal et légitimement a essayé d'éviter, il ne l'a pas cherché d'ailleurs, la question de l'éthique et des valeurs immédiatement. Autre point saillant qui se dégage de cet atelier, la question des mineurs non accompagnés qui interroge en fait la volonté de notre société à s'ouvrir, à être en capacité d'accueillir ou pas et d'intégrer ou non. Mais ce n'est pas la question des mineurs seulement, c'est la question plus sociale, plus de société, comme on dirait, qui consiste à savoir quelle attitude quelle politique, y compris d'immigration, on peut avoir sur le sujet. Derrière l'appellation contrôlée de mineurs non accompagnés, d'ailleurs qui est une appellation sur laquelle il n'y a pas eu de débat, mais qui peut être très largement discutée, on est passé du MIE au MNA, comme ça, de manière subreptice. Qui sont ces jeunes? On constate qu'il y a une très très grande diversité de situations derrière cette appellation contrôlée. Cette appellation contrôlée devrait faire appel à beaucoup de sous-catégories. Ces jeunes ne peuvent pas être résumés seulement à leur état de vulnérabilité, mais aussi à toutes les potentialités qui les caractérisent. Ils dégagent en eux-mêmes une soif de vivre extrêmement forte et une vitalité qu'on ne prend pas suffisamment en compte d'une certaine manière. Les participants ont observé qu'il y avait une difficulté certaine de coordination des différents acteurs entre l'État, les départements, le sanitaire, la justice, sur la question des MNA. Et puis, ce qui vient très vite, c'est la question du statut, et notamment à la sortie du dispositif, c'est-à-dire à la majorité, le problème du retour au droit commun des étrangers. C'est-à-dire que les mineurs qui sont plutôt bien accompagnés passent immédiatement, dès leur majorité, d'un statut de protection où l'accompagnement est bienveillant, au droit commun parfois rude, très souvent rude, des étrangers, avec toute la question du droit au séjour. Donc ça, pour les professionnels, c'est une rupture dans la continuité qui peut être violente. Les propositions, il y en a 3, 4. Premièrement, développer la connaissance des professionnels sur les dispositifs spécifiques au MNA. Il y a, semble-t-il, un consensus sur le fait qu'elle soit insuffisante. Deuxième proposition, tout le monde souhaite qu'il y ait une évolution souhaitable et positive de la législation sur le droit au séjour. Troisième proposition, la question des moyens financiers doit être réglée, et notamment par l'État, puisque toute une série de départements n'en peuvent plus sur le plan financier devant cette question. Ensuite, mettre en réseau les pratiques et les innovations qui ne cessent de fleurir ici et là. Et j'en ai fini. Voilà. Je vous remercie bien. Merci beaucoup, Cyriac. Super synthèse, alors que c'est difficile, c'est très compliqué cet exercice chaque année. Donc merci beaucoup, en plus en un temps record. Didier, pareil, il va falloir que vous soyez très court, 5 minutes, pour nous présenter les propositions recueillies par l'Audace au travers de ces différents travaux, ainsi que celles, ou en tout cas les principales, qui ont été évoquées hier, puisque pas mal de propositions ont été évoquées hier. Ensuite, un mot du programme pour que vous restiez avec nous, c'est important parce que sinon on serait
assez déstabilisée en cette fin d'après-midi. Ensuite, nous aurons donc un tour de table de réaction des invités qui sont là. Monsieur Jean-Philippe Vincan, Madame Mathieu et Michel Créoff. Puis, une conclusion par Yvan Jablonka, historien, écrivain, auteur du livre que vous connaissez peut-être, Laetitia, sur l'histoire de Laetitia Perret. Et enfin, j'insiste, le dernier mot de cet après-midi aux jeunes qui viendront chanter du gospel pour vous, aux alentours de 16h30 si on tient. Merci de rester avec nous le plus longtemps possible. À toi, Didier. Oui, merci Karine. Je vais ramasser les propositions. Je commencerai par faire écho à ce que nous disait François Dupuis aux 9e Assises de la protection de l'enfance. C'était l'an dernier à Metz. Pour réellement changer, je le cite, le fonctionnement des organisations, il faut travailler sur la manière dont agissent les participants, ce qui est beaucoup plus difficile que de modifier les structures. Alors mon propos sera tourné sur 5 points très rapidement: la question du placement, les interventions dans le milieu de vie de l'enfant, la prévention, l'observation et la question institutionnelle. En matière de placement, c'est en creux ce que je disais hier en termes de bilan. Il faut résolument réorganiser l'offre, notamment l'offre d'accueil collective, autour de passer de la prise en charge à l'accueil, c'est-à-dire sortir d'une vision sanitaire de la prise en charge, et donc repenser l'accueil collectif autour de l'idée de lieu de vie, ce qui veut dire qu'il va falloir travailler sur la question des normes, parce que les normes contraignent et sont contre-éducatives. Et certainement organiser ces accueils collectifs beaucoup plus en lien avec l'accueil familial, sachant qu'en matière d'accueil familial, il faut s'interroger sur la question de la professionnalisation, jusqu'où on va sur la professionnalisation. Avec le dernier point sur les placements, la préoccupation que ces lieux de vie soient aussi des ressources pour l'environnement et puissent des ressources dans l'environnement. Le deuxième point, c'est en matière d'intervention dans le milieu de vie de l'enfant. Certainement, la première chose pour que le système puisse évoluer, c'est que le département puisse être en situation de pleine responsabilité, comme pour les enfants confiés. Et sans doute faut-il démarrer par des expérimentations pour permettre de caler le dispositif et la réorganisation des liens avec l'autorité judiciaire qui s'en suivrait. Et puis une restructuration de l'offre, alors je sais que ce n'est pas tendance, mais quand même, avec la nécessité de passer d'une logique de mesure à une adaptation de la réponse en fonction des besoins des familles et des enfants. Et c'est une toute autre logique, avec certainement une place beaucoup plus importante faite aux travailleuses de l'insertion sociale et familiale qui ont, je dirais, à la fois le privilège et aussi le rôle extrêmement important de partager des temps de vie avec les familles. Et ça, c'est irremplaçable, je pense, en termes de soutien. Et puis le troisième point, ça a été évoqué hier par Adeline Goutte-Noir, travailler la sortie de l'assistance éducative, parce que on a tendance à y rentrer et puis finalement on n'en sort jamais, ou rarement, ou en tout cas pas forcément comme on voudrait. Et là, il y a quelque chose qui est à travailler. En matière de prévention, je rappellerai que la prévention, c'est bien sûr des publics ciblés, à travers la prévention spécialisée et des actions que peuvent faire les services sociaux ou la PMI, mais c'est aussi tous les publics. Et que c'est sur ces deux jambes qu'il faut marcher dans la prévention, en sachant qu'on a changé de monde, ça a été évoqué hier, eh bien, ça veut dire aussi que la prévention, elle a une vocation d'agir sur la société. Et il s'agit de susciter la création de liens sociaux. C'est extrêmement compliqué, mais c'est absolument indispensable si on veut peser durablement sur le système, de façon à ce que, au fond, la question de la protection de l'enfance soit l'affaire de toute la société. Et ça passe bien sûr par la relation avec l'école élémentaire, différent. Il est nécessaire que des travailleurs sociaux du département puissent être dans les écoles. Et puis le rôle des villes, et qu'en matière de protection de l'enfance, le rôle des villes est certainement
une responsabilité partagée avec les départements. Bien entendu, je fais aussi écho à ce que nous ont dit les deux mamans dans leur intervention à l'instant. Quatrième point, l'observation. D'abord, le grand absent de l'observation, c'est l'observation des besoins. L'observation des besoins, c'est qu'il faut qu'on travaille en amont des prises en charge, c'est-à-dire construire peut-être un thermomètre de la place de l'enfant dans la société, que ce soit au niveau local et au niveau national. Et puis ensuite, en termes d'observation du dispositif, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais certainement aussi profiter de la mise en place ou de la généralisation du projet pour l'enfant pour en extraire ce qui est nécessaire pour contribuer à davantage adapter l'offre. Avec aussi, les ODPE ont bien été mis en place dans tous les départements ou dans plus en plus de départements, mais deux conditions de leur efficacité, que ce soit vraiment l'observatoire de la protection de l'enfance, et pas seulement de l'aide sociale à l'enfance, et puis qu'il soit bien entendu écouté. Adeline Goutoir nous en a parlé hier. Du point de vue institutionnel, je ferai écho notamment aux propos de Damien Mullier, la création d'un code de la protection de l'enfance avec un travail de cohérence entre le code civil et le code de l'action sociale et des familles qui était à construire. Il évoquait aussi la question de la place de l'avocat, mais dans les procédures d'assistance éducative pour les enfants, mais également la place du département dans ce process. Et il a été ajouté la place des juges des affaires familiaux. L'autre point, c'est la question de la formation. Formation initiale, bien sûr, formation continue, et puis formation interinstitutionnelle. Et je fais écho à ce que fait depuis maintenant quelques années le département de la Sarthe en la matière, à la suite de l'affaire Marina. Et puis, bien sûr, la place des cadres, mais je n'insisterai pas parce que Cyriac en a beaucoup parlé. Sans doute aussi de s'inspirer du système belge et du système québécois sur la question de la place du cadre. L'autre point, c'est certainement une attention au personnel, et notamment au personnel des CRIP. Ça a été évoqué à nouveau aussi par Adeline Goutoir. Et ensuite, bien sûr, le rôle des bénévoles. Nous disons souvent la place des bénévoles, la mobilisation des aînés. Chaque aîné devrait être un acteur éducatif et on aurait là, même si les interventions qui ont démarré l'après-midi n'étaient pas dans ce sens-là, certainement intérêt à s'inspirer et s'appuyer davantage sur cette ressource. Vous l'avez compris, l'axe essentiel, c'est distinguer protection de l'enfance et aide sociale à l'enfance. Pourquoi ? Eh bien sûr, parce que si on réduit la protection de l'enfance à l'aide sociale à l'enfance, on ne laisse pas de place à la prévention et à l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer à la protection de l'enfance. Et notamment, c'est la question de la place des élus. Dominique Versini n'a pas pu s'exprimer, mais c'est bien sur ce point-là qu'elle souhaitait intervenir. Les élus comme étant j'allais dire, un levier fondamental, à condition qu'on leur laisse la place, à condition aussi que, à travers ce que l'expertise du département sur l'aide sociale à l'enfance, ça permette aux élus de comprendre ce dont il s'agit pour pouvoir agir en amont et construire les politiques qui vont bien. Ce qui veut dire que fondamentalement, c'est bien sur un système de confiance qu'il s'agit de travailler et non pas de défiance. Et je me permettrai de rappeler un propos du rapport Dupont-Fauville en 1972, il faudrait que la protection de l'enfance devrait être une préoccupation de toute la société. Je vous remercie de votre attention.